Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo d'avant-match en jeu. Ligue des Champions cette semaine avec un déplacement à Leipzig qu'on a gagné 3-2 à l'aller au Parc des Princes. Le PSG qui reste sur une victoire 2-1. Le scénario n'a pas changé des matchs qu'on a l'habitude de vivre cette saison en Ligue 1. Le plan de jeu peut-être, puisque au rayon des nouvelles positives pour ce match contre Leipzig, il y a évidemment le retour de Kylian Mbappé qui a contraint Pochettino vendredi soir à baser son plan de jeu sur autre chose que balancer en profondeur. Peut-être que Kylian Mbappé sera en profondeur et en mesure de recevoir dans une position qui lui permettra d'armer et dans le meilleur des cas de nous faire évidemment gagner le match en marquant. Bref, avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site TheFoot qui vous propose des maillots non officiels mais d'excellente qualité. Vous avez évidemment des maillots, une grande diversité de clubs représentés mais aussi des survêtements, plein de catégories, plein de gammes et bien sûr au niveau des coutures, des blasons, des écussons, des flocages aussi. Aucun défaut à signaler, les délais de livraison sont globalement raisonnables et très corrects, tout comme les prix bien sûr. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, le lien est dans la description, tout comme un petit code promo, voilà, et la livraison gratuite à partir de 79 € d'achat. Bref, on va pouvoir commencer cette vidéo. L'actualité chaude, c'est évidemment le forfait de Lionel Messi qui a joué vendredi contre Lille, blessé, visiblement dans les grandes lignes, cette mi-temps, puisqu'il est sorti pour Mauro Icardi. Sa mi-temps qu'on peut qualifier de moyenne, et j'ai même envie de dire de nul, parce que tout simplement, il a loupé quasi tout ce qu'il a tenté, voire tout simplement. Ses débuts en Ligue 1 sont assez mitigés, il y a la question de l'adaptation, on le voit encore une fois, c'est un championnat qui est très rugueux, qui est assez difficile, et t'as beau être un génie du foot, Neymar est déjà passé par là, les statistiques, eh bien oui, même s'il y a de grands joueurs qui ont fait d'énormes statistiques, comme Zlatan par exemple, comme Neymar à ses débuts en Ligue 1, non, il ne faut pas ni minimiser ou normaliser tout ça, parce que face à des défenses aussi regroupées, qui ne se livrent pas et qui au 1 contre 1 sont quand même assez rugueuses, qui n'hésitent pas à y aller, quitte à finir le match avec un jaune ou à 10 contre 11. Bref, c'est compliqué pour des joueurs, surtout comme Lionel Messi. Il y a un devoir d'adaptation qui aujourd'hui est très très grand pour lui, on peut le comprendre parfaitement. Il y a aussi la dimension du changement de vie. Il a fait quasi toute sa carrière à Barcelone, il a vécu en Argentine et il est parti quand même assez tôt à Barcelone, là où toute sa famille, c'est le premier déménagement pour ses enfants, pour sa femme. D'ailleurs, il en parle là, dans l'interview qu'il a donnée pour Sport. Il dit que la vie parisienne, il l'a découvert au Royal Monceau. À la fin, les enfants en avaient vraiment marre parce que quand tu vis Paris intramuros, que tu vas à l'entraînement, qu'il te faut 1 heure de route évidemment, il roule en van, mais les vannes, ils doublent pas tout le monde dans les bouchons. Les gamins pour aller à l'école et tout ça, c'est compliqué. C'est une épreuve qui a été compliquée. Bien sûr, tu la ressens sur le terrain, qui a un besoin de s'adapter, même si là, encore une fois, tout est réuni pour qu'il s'adapte au PSG, bien sûr. On peut quand même être patient avec lui. Personnellement, je suis tout à fait patient, tout à fait indulgent avec Lionel Messi. Aussi parce que, bien sûr, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce sport. Le paradoxe ici, c'est que le mec prend 3 sur 10 dans l'équipe après le match contre Lille, et à la fin du mois, il va peut-être poser avec le Ballon d'Or. C'est un paradoxe absolument monumental. Et puis il y a aussi la question de la routine chez Lionel Messi. Pourquoi ? Parce que on a déjà observé cette tendance à plusieurs reprises dans sa carrière, c'est-à-dire un Lionel Messi qui peine un petit peu là à l'automne, septembre, octobre, novembre. Aussi la question des trêves internationales qui s'enchaînent en ce moment bien évidemment, plus qu'au printemps, où il reste plus, il enchaîne plus avec son club comme tous les joueurs. Et puis lui aussi, il y a le fait qu'il prenne l'avion pour aller en Amérique du Sud, se frotter à des équipes qui sont similaires à la Ligue 1 en termes de niveau. Elles sont moins fortes là-bas et elles sont peut-être encore plus rugueuses. Là-bas, ça casse les jambes. Et la question de l'arbitrage, elle est encore plus mise en avant qu'en Ligue 1. Nos arbitres en France sont nuls à chier, mais là-bas, c'est encore pire. Les grands joueurs comme Messi et Neymar sont absolument pas protégés. Bref, dans tous les cas, il y a plein de circonstances atténuantes qui font que je ne m'inquiète pas, mais il y a quand même un fait à prendre en compte pour Lionel Messi et qu'il faut quand même énoncer. Ces débuts-là, ces statistiques, sans Kylian Mbappé, ce serait quoi ? Il y a la remise. Alors évidemment, la finition, l'exécution est parfaite parce que c'est un geste qu'il connaît très très bien contre Manchester City. Mais enfin, il y a quand même la remise très très juste de Kylian Mbappé. Encore une fois, on loue son côté altruiste parce qu'il sait marquer, mais il sait aussi délivrer des passes décisives, le joueur français. Tout comme contre Leipzig. Voilà, la passe qu'il lui dépose dans la surface et puis le penalty qu'il va lui chercher, même si encore une fois, il y a la question de l'exécution qui est parfaite en termes techniques, bien sûr, sans minimiser les qualités de finisseur de Lionel Messi. La réalité, c'est que sans Kylian Mbappé, on pensait que ça allait être Neymar, son grand compère.
la relation la plus naturelle entre les joueurs sur le terrain aujourd'hui, c'est vraiment Mbappé-Messi, quoi. En attaque, je dis bien en attaque bien sûr, parce que sinon il y a des relations qui sont très très bonnes, hein, notamment le système de compensation entre Herrera et Hakimi au début de la saison et jusqu'à la mi-septembre, début octobre, c'était très très bien. La charnière centrale aussi, bien sûr. Le lien entre Donnarumma et ses défenseurs, qui commence à se développer hein, dans la relance, on va y revenir un petit peu plus tard. Mbappé-Hakimi par exemple aussi. Verratti Messi, mais voilà, en attaque entre ces quatre joueurs, ces quatre fantastiques bien sûr, qu'on a beaucoup attendu, bah, la réalité c'est qu'entre les suspensions, les blessures des uns, les méformes des autres, c'est Mbappé et Lionel Messi qui arrivent le mieux à se connecter. Donc ces débuts sont quand même clairement mitigés, on peut se poser des questions, mais dans tous les cas, moi, voilà, les réponses sont là, il faut lui laisser du temps. Et puis, bien sûr, on va attendre la fin de la saison pour juger. Par contre, avec Sergio Ramos, on ne va pas parler de Ramos dans cette vidéo. Là, la réalité, c'est que rien que le fait qu'il n'ait pas repris avec le groupe, l'entraînement, là, début novembre, bah, ça me laisse penser qu'en février, il ne faudra pas attendre un Sergio Ramos en pleine forme. À coup sûr, il ne sera pas dans une forme optimale pour les grosses échéances. Ce pourquoi on l'a recruté. Bref, on va continuer. Je voudrais m'arrêter sur Donnarumma parce que j'en ai pas parlé dans mon débrief contre Lille. Je pense que dans la logique, il ne faut pas arrêter aujourd'hui hein, cette alternance entre les deux, Navas et Donnarumma, parce que ça se passe bien. Pour l'instant, visiblement en interne, il n'y a pas trop de problèmes, même si bien sûr, il faut mieux prévenir que guérir. Là-dessus, seul Pochettino sait s'il faut arrêter ou pas, s'il y a des risques que ça se crispe un petit peu à l'avenir. Mais dans tous les cas, les deux sont performants sur le terrain. Que ce soit Navas, que ce soit Donnarumma, encore une fois, excellent. Contre Lille, enfin, les arrêts qu'il sort à la 50e seconde, c'est absolument extraordinaire. Hein, la détente sur la frappe de Yilmaz, c'est un arrêt qui est vraiment énorme. En plus, au jeu au pied, et il a été très serein, il progresse bien. Il y a des passes qui ont cassé les lignes, qui ont bien lancé l'équipe. Plus les matchs avancent, plus tu sens qu'il prend pas en confiance, parce que dès le début, il avait confiance en lui. Pas en sérénité, parce que c'est ce qui fait évidemment sa précocité, le fait que ce soit un immense gardien déjà à son âge. Mais voilà, il prend en assurance. Tiens, le mot parfait, c'est en assurance. Voilà. Parce qu'il joue plus vite à la relance. La lecture des trajectoires, elle est exceptionnelle. Enfin voilà, la détente, il est grand, le mec, il en impose. Et pour l'avoir vu au stade bon nombre de fois, contre Clermont, contre City, vendredi soir, il est exceptionnel. Le mec, son attitude, elle est vraiment exceptionnelle. Et tous les petits défauts là, tous les petits défauts humains dont on nous parlait, qui nous venaient d'Italie avant sa signature, on les voit pas du tout, quoi. Le mec, il s'est super bien intégré, sa communication est bonne, il est en train de créer une belle relation avec les supporters. À la fin des matchs, il va donner ses maillots au Cup. C'est pas rien. Je suis désolé, c'est pas rien. Et je dis pas ça parce que c'est vraiment mon chouchou. Bref, dans tous les cas, je pense qu'il faut rester dans cette logique de l'extérieur. Bon, il n'y a rien qui s'oppose aujourd'hui à l'alternance, même si à la base, c'était vraiment pas l'option idéale, on va dire, pour ce PSG-là. Mais je pense qu'il faut titulariser Donnarumma contre Leipzig cette semaine, Navas contre Bordeaux, et puis voilà, après, retour de trêve, ce sera Donnarumma un petit peu comme d'habitude. Et puis si Pochettino voit qu'il y a une tendance à une crispation qui pourrait se prévoir tout simplement et se guérir, peut-être arrêter, et dans ce cas-là, trancher. Par contre, s'il faut trancher, là, je suis pas sûr que Keylor Navas fasse autant l'unanimité qu'avant les performances de Gianluigi Donnarumma, qui est vraiment excellent. C'est un immense gardien. C'est vraiment un immense gardien. C'est mon chouchou, je l'adore. Je l'adore. Et je pense que vraiment là, il va falloir commencer à se rendre compte qu'on n'a pas un gardien en devenir qui doit travailler, mais bien un des meilleurs gardiens du monde. Voilà, qui doit et peut rivaliser avec Keylor Navas tout simplement dans la délibération pour ce poste-là. Bref, on va enchaîner avec Neymar. Qui a évidemment fait un bon match contre Lille, match qu'on peut résumer quand même à ces dernières, 25 minutes si on est gentil, parce qu'en première mi-temps, le seul truc qu'on peut mettre à son crédit, c'est que lorsque quelqu'un avait le ballon, c'était le seul qui proposait, qui faisait des appels, que ce soit sur la largeur, dans la profondeur, qui essayait d'avoir le ballon, d'en faire quelque chose. Bon, après, tu vas me dire, c'est aussi les autres, il est mis en valeur parce que ses coéquipiers sont mauvais, Messi, Di Maria. En seconde mi-temps, il y a beaucoup de déchets au début, même si à la fin c'est très bien, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Neymar, il ne nous doit pas 20 minutes, il ne nous doit pas un bon match, il ne nous doit pas 3 points, non, il nous doit toute une forme, parce que 2021 c'est pas Neymar évidemment, il nous faut 6 bons mois, un enchaînement de matchs, et je pense que ça va commencer dès mercredi contre Leipzig, même si ce sera sûrement le match de Kylian Mbappé qui va scorer, bien sûr, parce que aussi Leipzig est une équipe pour lui, mais voilà, Neymar va être dépositaire du jeu, ça va faire du bien. J'ai aussi quand même identifié que sur ces 25 minutes-là, il y a aussi la proximité avec Di Maria qui est à prendre en compte. Di Maria qui est venu sur le côté gauche l'épaulé. Et c'est là en fait que
tout ce qu'on dit, dans le sens, faut pas qu'il se marche dessus. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je pensais beaucoup cet été, lorsque on parlait, mais qu'il n'y avait pas de terrain. On disait, il faut pas qu'ils se marche dessus. Il faut que Neymar et Messi, voilà, aient tous les deux leur zone bien définie pour que tous les deux aient leur influence sur le jeu, une influence bien répartie. Mais je pense qu'en fait, aujourd'hui, bah, au vu de l'état de forme des uns, bon, l'âge de Lionel Messi, je vois pas de problème à ce qu'ils jouent vraiment très très proches, à ce qu'ils cohabitent tout simplement dans la même zone. Et justement, la connexion avec Di Maria, eh bien, contre Lille sur la fin de match évidemment, elle témoigne en la faveur de cette petite pensée. Donc voilà, pour moi, bah, là maintenant, je m'éloigne plus, on va dire, hein, de cette pensée qui vise à vraiment faire jouer proches les uns les autres évidemment. Encore plus depuis qu'au milieu de terrain, bah, en termes de créativité, tu ne peux pas attendre grand-chose. On rappelle que Paredes, bah, il est encore blessé, quoi. Il ne reviendra pas avant la fin de la prochaine trêve internationale, ce qui est quand même un petit peu compliqué pour lui. Bref, concernant le 11, écoutez, je pense que c'est vraiment le moment opportun pour lancer la défense à 3. Jusque-là, on est une équipe à réaction. Bravo Pochettino, super coaching, bien joué de faire les changements de système à 3, encore une fois, contre Lille vendredi, même si je pense que de toutes les fois où il a changé le système pour faire un système à 3, c'est un des matchs où il a vraiment eu le moins d'influence sur le score. C'est pas du tout le passage à 3, je pense, qui fait que, même si bien sûr Marquinhos vient sonner la révolte, et c'est le fait qu'il puisse jouer milieu de terrain avec Danilo qui joue un cran plus bas, se projeter bien sûr jusque dans la surface, et puis son côté guerrier qui lui est tout à fait personnel. Il n'y a pas de dimension collective dans les 32 buts qu'a marqué Marquinhos par exemple au PSG, et le fait que ce soit des buts décisifs, des buts qui valent quelque chose bien évidemment. Donc je pense que voilà, il faut quand même un petit peu minimiser l'apport de ce changement sur le match contre Lille. Par contre, contre Leipzig au Parc des Princes, d'abord parce que tu te calques sur leur système, hein, en termes de symétrie. Ensuite, évidemment, parce qu'ils sont à bout de souffle et que tu changes tout simplement de système. Ça permet à Hakimi, je me souviens, Hakimi qui va chercher le pénalty d'Mbappé, qui fait un bon mouvement de pressing sur le but de Lionel Messi. Ça l'a libéré, c'est évidemment la première des bonnes choses à signaler, le système à 3, voilà, Hakimi qui était sur une bonne dynamique jusqu'à ce que Lionel Messi rentre dans l'équipe et lui bouche un petit peu le passage, peine à se connecter avec lui aussi, et lui donne beaucoup plus de travail défensivement, Hakimi qui est sous-exploité tout simplement, comme Nuno Mendes. Donc pour moi, voilà, il faut que les deux là soient bien exploités en tant que piston, et puis derrière la défense à 3, Danilo est bon en ce moment, je vois pas pourquoi on le sortirait du 11 tout simplement. Marquinhos libéraux, écoutez, il est bon partout. Je pense que ça peut bien aider l'équipe, surtout en termes de contre-pressing. Le seul perdant éventuellement, ce serait Kimpembe. Et le milieu de terrain qui se retrouverait à jouer en double pivot pour mercredi, bon, je mettrais Gueye Herrera. Voilà, un 3-4-3, hein, on va partir sur un 3-4-3. Avec Donnarumma donc dans les cages, Marquinhos, Danilo, Kimpembe en défense centrale. On rappelle que Kehrer et Abdou Diallo sont tout à fait capables de jouer dans ce rôle-là. Kehrer, c'est ce qui a fait son bon début de match, son bon début de saison, pardon, le fait qu'il soit revenu à son poste de prédilection. Et puis Abdou Diallo, ça pourrait, engager un même scénario que Thilo Kehrer en début de saison. Il est mauvais à gauche, le replacer dans l'axe, peut-être que ça lui ferait du bien. Nuno Mendes, Hakimi sur les côtés, bien évidemment. Pour ce qui est de Juan Bernat, son match a vraiment été compliqué contre Lille, hein, dans les duels et tout ça, que ce soit offensif ou défensif. Il a été dépassé, même avant sa blessure, il avait des petites difficultés, bien sûr, notamment face aux ailiers qu'il rencontre en Ligue 1. Voilà, un profil qui est vraiment très particulier et très répandu en Ligue 1, c'est-à-dire explosif, tout simplement, hein, qui te perd fort et qui te fait très très mal dans les 1 contre 1. Donc Bernat a beaucoup peiné et son match vendredi, bah, voilà, nous laisse penser qu'il faut beaucoup d'indulgence avec lui, bien sûr. Il va falloir du temps. Là, il va vraiment falloir du temps pour Juan Bernat. Je pense que là, ouais, va falloir compter sur lui. Même en 2022, je pense qu'il y aura encore quelques petits matchs où il sera un petit peu en dedans. Bref, dans tous les cas, Nuno Mendes, Hakimi, Gueye, Herrera au milieu de terrain évidemment, et puis Mbappé, Di Maria qui retrouve la Ligue des Champions après son expulsion au match retour contre Manchester City en demi-finale de la saison dernière. Et Neymar, voilà pour ce match de mercredi. Écoutez, on espère voir un match différent de ceux qu'on a l'habitude de voir en début de saison, c'est-à-dire un match que tu domines, quoi, que tu gagnes pas parce que ton équipe a une âme, une force mentale qui fait qu'elle lâche pas jusqu'au bout. C'est très très bien, c'est louable. Mais est-ce que c'est viable à moyen terme et sur la durée? Et est-ce que aussi c'est viable dans une grosse échéance, hein, contre une équipe qui a des automatismes, bah, tu déchantes très très vite, hein, bien sûr. Tu as beau tout donner jusqu'à la fin. Si derrière tu défends comme une bite,
bah t'en prends 4 quoi, assez facilement, tout simplement. Donc on aimerait bien avoir des automatismes et puis surtout prendre du plaisir. Bien sûr que les scénarios font que, bien sûr, tu sautes, surtout quand tu es au parc, hein, vraiment là, les matchs contre Angers, les matchs contre, bah voilà, encore une fois, contre Lille, c'est des matchs où tu ressors du parc, t'as le sourire, tu vois, et t'as pris des frissons. Mais globalement, sur la durée, bon, en première mi-temps, tu te fais chier, tu t'énerves contre les joueurs, en début de seconde, pareil, tu fais que de les critiquer. À la fin, bon, ils te font mentir, bien évidemment, mais c'est un petit peu compliqué. Et puis surtout que nos attaquants arrêtent de vendanger, parce que ça, c'est à prendre en compte, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est à mettre au crédit de Mauricio Pochettino. Oui, il y a une absence de plan de jeu. Oui, on peut lui tomber dessus. Mais je trouve quand même que les scénarios, ils sont aussi motivés par le fait qu'en première mi-temps, notamment contre Rennes par exemple, et vendredi soir contre Lille, on a des occasions et on ne les convertit pas. Des joueurs de cette classe, enfin excusez-moi, ils n'ont pas besoin de Pochettino pour faire les gestes qu'ils font dans la surface, c'est-à-dire pas du tout de leur niveau. Pas du tout de leur standing. Voilà, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve, j'ai une petite idée de vidéo, faire un petit bilan du mercato. Alors évidemment, sans faire de conclusion, mais voilà, au quart de la saison, je pense que ça peut être intéressant, voilà, pour la voir aussi après en juin, voir la reprendre en fait, et puis se dire qu'il y a eu de l'évolution, bien sûr. Je pense que je mettrai une pièce évidemment très certaine sur Lionel Messi, sur Hakimi bien sûr qui retrouve des couleurs si on change de système et s'il est mieux exploité, et sur Donnarumma qui pour moi va faire que monter en puissance. Allez, très bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un petit like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve demain pour le débrief de ce match contre Leipzig. Prenez du plaisir surtout, c'est semaine Ligue des Champions. Bonne soirée à tous, allez Paris avant tout, ciao.